Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis Lirka Bibezic, Head of Product Management and Receivables chez BNP Paribas au sein du Cash Management Competence Center. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui une table ronde issue d'entreprises gravitant autour de notre sujet, enfin de l'un de nos sujets de prédilection, la réforme de la facture électronique. La façon dont je souhaitais démarrer ce panel, c'était de faire un tour d'horizon des entreprises présentes aujourd'hui, afin que vous ayez un petit peu une vue aussi de qui est aujourd'hui présent. Donc déjà, je vais démarrer par Piteas Capital, qui est une fintech française spécialisée dans le financement, le paiement et la facturation électronique. Trezor2, sa plateforme SaaS modulaire ouverte avec ses partenaires et clients grâce à ses API. Les modules de Trezor2 sont notamment Invoice Hub, Payment and Funding Conformity. J'espère que c'est correct. Deuxième entreprise, Humanu, qui est un cabinet de conseil français à destination des directions financières. Ils permettent à des directeurs financiers, des responsables comptables ou du contrôle de gestion d'obtenir une réussite complète de leur projet. Ils sont experts dans les transformations métiers et digitales dans leurs environnements. iPayDat, qui ne devrait tarder, est une solution tout en un pour la gestion comptable et financière des TPE-PME, également candidate PDP. iPayDat propose une transition transparente vers la facture électronique pour ses utilisateurs. Time, qui ne devrait tarder également, avec 2 i, et est éditeur d'une solution SaaS à destination des experts comptables et de leurs clients. Il équipe les TPE et PME avec 2 applications, une de gestion des achats et l'autre de gestion des ventes. Ils fournissent à l'expert comptable un logiciel de production comptable. Time a pour objectif de devenir PDP. Et enfin, Spendesk, société créée en 2016, met à disposition de ses clients une plateforme de gestion des dépenses regroupant carte bleue physique, carte virtuelle, gestion des bons de commande, gestion des factures, gestion des budgets et pré-comptabilité. Et notamment, Spendesk, pour information, compte plus de 4000 clients en Europe, dont des sociétés françaises aussi prestigieuses que Le Printemps, Doctolib ou encore Deezer. Comme vous pouvez le constater, on a un panel extrêmement riche d'entreprises variées, expertes dans le domaine, et je suis vraiment ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui. Rappel du contexte, serons-nous prêts à la révolution de la facture électronique ? Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Je pense que vous êtes tous au fait du report de la réforme, qui a priori devrait intervenir en 2026, avec probablement une forme de pilote organisée en 2025. C'est une information importante. Je pense que le report était nécessaire. Cela étant, j'aimerais bien, Martin, avoir ton opinion sur le sujet. Que penses-tu du report de cette réforme ? Est-ce que tu le perçois comme une bonne ou une mauvaise, finalement, nouvelle ? Et pour l'écosystème. Effectivement. Alors, la réponse n'est pas simple. Je ne pourrais pas dire bonne ou mauvaise. Elle est globalement des deux. Je pense que pour les éditeurs comme nous, comme ceux qui ont décidé d'être PDP, je pense à iPayDat ou à mes voisins également, on a décidé d'être PDP, on a investi énormément, on a mis des hommes en face, et d'un coup, l'État reporte. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les recettes qui permettent de financer nos investissements. Et on était parti lancer. Donc c'est un peu frustrant parce qu'on était prêt à démarrer, on était prêt, malgré les retards de spécification de l'État, on était prêt à démarrer. Et puis en fait, beaucoup d'acteurs peuvent rentrer dans la course, et donc nous, on perd un peu notre avantage concurrentiel sur les autres. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle pour l'écosystème des éditeurs. Pour l'écosystème des entreprises, c'est globalement une bonne nouvelle parce qu'on voyait qu'elles n'étaient pas prêtes. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État a reporté. Ce qui s'annonçait, c'est qu'il y avait un quart des gros groupes qui étaient prêts, qui se disaient prêts dans des sondages, la plupart des TPE, PME n'étaient pas informées, ne savaient pas ce qui allait se passer, elles ne comprenaient pas, et elles s'en inquiétaient pas. Et puis enfin, la DGFiP l'a reconnu aussi, ils étaient clairement en retard sur les spécifications, ils ont à peine commencé les développements, donc ils n'étaient pas prêts. Donc tout ça fait que de toute façon, pour l'écosystème, c'est quand même des entreprises, c'est une bonne chose parce que ça leur laisse plus de temps de comprendre la réforme
et de s'intégrer dans cette réforme et d'aller se rapprocher d'éditeurs qui peuvent les accompagner ou de consultants, de les aider à lancer cette réforme. Voilà. Donc un peu des deux, bonne, mauvaise pour nous, bonne pour le marché, je dirais. Merci, très intéressant. Et pour faire la liaison avec Grégory, parce que maintenant qu'on a compris un peu le contexte et qu'on voit bien que cette réforme a été reportée pour à la fois des bonnes et peut-être des raisons, on va dire, sages, il faut s'y préparer. Et notamment, Grégory, selon toi, comment anticiper justement cette révolution de la facture électronique pour les entreprises concernées et comment s'y préparer de ton point de vue en tant qu'expert de la transfo digitale? Merci Lirka, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui sur ce sujet qui était brûlant, qui a un peu refroidi. Du coup, comment se préparer? Du coup, du fait de la réforme, on a déjà beaucoup plus de temps pour se préparer, même si le planning finalement est encore un peu flou. Je reprends une statistique donnée ce matin en ouverture, où 50% des projets finalement n'arrivaient pas au bout. Comment se préparer? Avant de commencer, il faut savoir où on en est, de manière hyper pragmatique, telle que ferait un infirmier ou un artisan dans une industrie. On établit un diagnostic assez simple, mais sur une vue 360 degrés, une vue holistique, sur les aspects processus, donc order to cash, P2P principalement, sur les aspects données, qualité de données, sur les aspects référentiels, sur la partie IT, pour savoir où on en est avant de lancer des grandes manœuvres sur les aspects IT, et notamment flux, liés à ce projet de facture électronique. Donc, comment anticiper? Première réponse, un diagnostic complet de la direction financière, mais élargi aussi avec la finance, bien entendu, et à minima les achats. Très intéressant. Donc, la première étape, un diagnostic élargi. Et justement, pour réaliser ce diagnostic, selon toi encore, quel serait le meilleur interlocuteur? Y en a-t-il un? Et quels seraient tes conseils justement pour aider les entreprises à s'y préparer? Alors, un cabinet de conseil, c'est plutôt pas mal. Blague à part, le sujet en fait de ce projet-là, c'est qui va le mener au sein de l'entreprise. Il y a eu un gros débat pour savoir qui au sein de l'entreprise devait mener ce sujet sur la facture électronique. Certains diront que c'est la direction financière parce que c'est un sujet facture, donc un processus comptable. D'autres diront que c'est plutôt un sujet IT parce que finalement on va mettre en place une PDP où on va travailler avec un OD et du coup il y a beaucoup entre guillemets de sujets de tuyauterie à gérer. Je pense que c'est plutôt une question d'hommes et en termes de gestionnaire de projet et direction de programme qui devra leader ce projet avec une gouvernance élargie au sein de l'entreprise. Merci Grégory. Donc pas de meilleur interlocuteur, c'est une combinaison. Je pense que oui, c'est une question d'hommes en interne et puis après le retour d'expérience après ces quelques mois là sur ce sujet-là, c'est que il y a quand même pas mal d'entreprises, donc les plus grandes principalement, qui ont appelé les grands cabinets de conseil, bien sûr, sur ces aspects-là, les cabinets de conseil tout court d'ailleurs, et puis qui ont étudié d'un aspect technique les éditeurs, mais finalement ceux qu'ils avaient déjà chez eux, pour avoir un premier retour, pas forcément exhaustif, parfois plutôt vendeur. Je pense qu'il faut faire aussi participer à ce type de séance aujourd'hui pour avoir plus de culture sur le sujet. Aujourd'hui, Martin parlait du report et des raisons. Je pense que le niveau de maturité, et on l'a constaté pendant nos webinaires, est hyper faible sur ce sujet, à la fois sur les aspects use case, sur les aspects IT ou globalement sur l'ensemble de la réforme. Donc avant de commencer, bien s'informer avec des spécialistes tels que des éditeurs ou des cabinets de conseil. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, pour s'y préparer, maintenant on l'a compris, c'est une préparation qui nécessite du temps, qui probablement nécessite des investissements en hommes, des investissements en capital. Je laisserai la parole à Sébastien et je serais intéressée de savoir, selon toi, peut-être davantage un focus sur les PME, mais quel serait l'investissement nécessaire pour une PME pour bien se préparer? On ne parle pas assez des PME dans cette grande réforme et c'était dit un peu plus tôt dans l'un des panels que les PME en France représentent grosso modo un peu moins de 80% des entreprises. Ce n'est pas négligeable. Et considères-tu d'ailleurs que cette réforme soit prohibitive pour ces entreprises? Alors, je pense qu'il y a deux catégories de PME dans ce sujet. Il y a celles qui vont être déjà équipées de solutions de digitalisation de factures et celles qui ne seront pas du tout équipées. Alors le coût pour celle qui va être déjà équipée, pour moi, ne va pas être important parce que
Si on revient un peu en arrière et qu'on regarde ce que c'est que la facturation électronique, c'est un nouveau format de facture et un nouveau canal pour la transmettre ou pour la recevoir. Et à mon sens, c'est le travail des éditeurs des logiciels que vous utilisez de faire le travail de vous fournir une transition transparente vers cette réforme. Et donc, si vous avez déjà un logiciel de gestion qui sera compatible avec la réforme, pour vous, la transition sera transparente, la conduite du changement sera peu coûteuse et ce sera OK pour vous. Par contre, pour les entreprises qui ne sont pas digitalisées, et là c'est une grosse majorité, il va falloir s'y mettre, il va falloir se digitaliser. Et ça veut dire se faire accompagner sur la conduite du changement. Ça veut dire trouver une solution, faire de la veille éventuellement technologique pour trouver une solution compatible avec la réforme. Et puis la solution que vous allez prendre, c'est aussi la payer. Donc c'est souvent des coûts d'abonnement logiciel. Ça peut être, vous pouvez être accompagné par exemple par votre expert comptable ou comme Grégory le disait, par des cabinets de conseil. Donc il y a un coût pas négligeable et ça représente une bonne partie des PME en France. Merci, intéressant. Et justement, par rapport à ce coût, à ces investissements en hommes, ces investissements en capital, ces investissements en équipement, est-ce que tu penses qu'il y a des PME finalement en France qui n'arriveront pas à surmonter le défi pour tout un tas de raisons? Il n'y a pas le choix. L'expert comptable n'a pas finalement un rôle crucial à prendre pour les accompagner, entre autres? Je pense qu'il n'y a pas le choix, hein. Il faut remonter le défi. Mais vous serez accompagné. En fait, tout à l'heure, je disais, il va falloir faire de la veille technologique. En fait, la bonne nouvelle, c'est que les experts comptables vont la faire pour vous, vos banques vont la faire pour vous, et puis les cabinets de conseil vont la faire pour vous. Et là, je peux vous dire, en connaissance de cause, qu'aujourd'hui, les cabinets et les banques sont activement en train de faire ces veilles technologiques pour vous, trouver les outils qui sont compatibles avec la réforme, et en temps et en heure, ils vont vous proposer des solutions et vous proposer de l'accompagnement. Donc, il n'y a pas le choix, mais vous ne serez pas laissé tout seul. Merci beaucoup. Je laisserai la parole à Stéphane. Avant de te demander un retour d'expérience sur les autres pays européens, où tu as eu la chance justement de travailler sur ces différentes réformes fiscales de la facturation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que Sébastien a pu dire peut-être sur justement l'investissement notamment des PME? Je pense qu'il y a un sujet important. C'est une très bonne question et je pense que l'investissement des PME, il va être compliqué à adresser sur cette digitalisation de processus autour de la facture électronique pour toute entreprise. La preuve en est, c'est qu'on est 5 sur cette estrade à parler du même sujet avec des focus totalement différents. Et si on se met à la place d'un patron de PME, PMI qui voit ce rouleau compresseur qu'est la facture électronique arriver devant lui, des sollicitations qui sont faites au quotidien avec des cabinets de conseil, des éditeurs de logiciels, on en fait partie, d'autres acteurs qui vont pouvoir effectivement expliquer qu'il faut changer la solution existante, il faut changer les processus existants pour mettre en place une solution beaucoup plus adéquate par rapport aux enjeux de la facture électronique. Je pense que ça va être extrêmement compliqué de prendre une décision. Est-ce que je reste effectivement sur le statu quo, les solutions que j'ai? Est-ce que je vais effectivement, par marche forcée, mettre en place une solution qui sera recommandée par le dernier qui a parlé, ou vers qui dois-je me tourner pour avoir ce retour d'expérience? On parlait tout à l'heure des banques, des cabinets de conseil, Sébastien les a soulignés. Je pense que l'écosystème va être tel qu'il va falloir que la personne qui parle le plus souvent au patron d'entreprise puisse être effectivement le point de relais, le banquier certainement, qu'on va solliciter pour savoir en tant que banquier quelles recommandations pourraient être faites. Et puis naturellement, les solutions existantes qui seront déployées, la solution sera posée, qui sera de dire quel est mon effort de mise en place de la solution. Donc c'est ce retour d'expérience que l'on aura, c'est ce retour d'expérience que je peux avoir effectivement avec les équipes chez Spendesk. On est présent dans plusieurs pays en Europe, avec des clients qui sont internationaux, qui peuvent être des sociétés dont le siège est à Paris et avec des filiales en Italie par exemple. L'Italie a décidé la facture électronique en 2014, l'a mise en place de façon on va dire obligatoire dès 2019. Ça a été un changement important dans les processus, malgré tout. Ça a été un changement important dans la digitalisation de process. Et on sait que l'Italie est un pays latin, comme la France, avec une mise en place de solutions digitales pas aussi importante que ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc, ça a été une marche forcée qui a été extrêmement compliquée à adresser. Coûteuse, complexe, frustrante, parce qu'elle mérite effectivement d'être compensée quelque part par des ressources complémentaires sur une phase de transition pour être sûr que les processus soient les plus solides possibles et pérennes à terme.
Merci. Et je serais intéressée que tu peut-être présentes à l'audience l'exemple de l'Espagne, notamment, qui a un excellent retour d'expérience, peut-être qui devrait être entendu par nos autorités. Très bien. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du kit digital en Espagne ? Le kit digital en Espagne, qu'est-ce que c'est ? C'est une formidable initiative qui est lancée par le gouvernement au travers d'agences spécifiques qui visent à accompagner le financement de la digitalisation de processus dans les entreprises. Alors, si on se concentre sur les processus financiers, le kit digital va financer jusqu'à 6 000 € par an pour la mise en place d'un processus particulier qui sera digitalisé. Spendesk, nous le sommes. Nous sommes partenaires effectivement de cette offre kit digital en Espagne, ce qui permet à n'importe quelle société non digitalisée autour de la gestion des paiements, gestion des factures, gestion des budgets, d'avoir un crédit de 500 € par mois pour supporter pendant 12 mois la transformation de son organisation et la mise en place d'une solution. Quel que soit le coût, que ce soit effectivement une centaine d'euros ou plusieurs milliers d'euros, il y a cette participation qui existe et qui permet un peu de démystifier l'effort qui devra être fait pour arriver à l'objectif. Le constat, quel est-il avec le marketing qu'ont pu faire ces agences en Espagne, avec des dates butoirs qui sont à chaque fois en fin d'année, elles créent l'urgence et elles incitent les sociétés à se poser la question de est-ce que ça ne serait pas la bonne année pour moi de mettre en place tel processus au travers d'une plateforme de digitalisation pour gagner en efficacité. Et ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien qu'on a un pays avec des directions financières qui sont très bien équipées en gestion de factures électroniques, par exemple, qui challengent leurs éditeurs de logiciels sur leurs solutions de comptabilité pour voir de quelle manière ces solutions sont davantage digitales et vont permettre d'onboarder davantage de flux comptables, de flux de paiement sur ces solutions. Merci. À bon entendeur. Je suis ravi d'en parler après, si vous voulez. Je pense que vous l'avez compris, il y a des choses à faire. Ça va nécessiter du temps, de l'argent. Peut-être qu'il y aura des aides ou des subventions. Je pense que ça serait intéressant d'en parler, parce qu'on reparlera après des personnes autour de la table et de leurs solutions et de ce qu'elles proposent. Et finalement, quelque part, indirectement, de ce coût. Mais pour revenir justement à ces solutions qui aujourd'hui émergent sur le marché, je pense qu'il est intéressant sans même mandat, finalement, de réfléchir aux bénéfices de ces solutions. Et justement, Ludovic, j'aimerais bien ton point de vue sur les bénéfices pour une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit bien dans les deux sens, en émission comme en réception. Je pense que parfois on se focalise plutôt sur un sens que l'autre. Je pense qu'il est important pour toutes les entreprises de France de bien comprendre qu'elles ont des bénéfices à cette révolution digitale, et ce n'est pas qu'une contrainte réglementaire. Alors ça, c'est un sujet qu'on connaît bien, parce que moi j'ai lancé Piteas et la plateforme Trésor en 2015, justement parce qu'on s'apercevait qu'il y avait trop de problèmes entre les fournisseurs et les acheteurs. Et on s'est rendu compte en fait qu'en 2015, il y avait, et même encore maintenant, il y a des gens qui envoient leurs factures. Le premier facturier, c'est Word. Le deuxième, c'est Excel. La meilleure facture, c'est de l'imprimer sur du papier, la mettre dans une enveloppe. Moi, je ne sais plus, j'en vois plus d'enveloppe, donc je ne sais plus combien vaut un timbre aujourd'hui, mais après, il faut prendre un timbre et il faut le mettre à la poste. Une fois qu'on a fait ça, on espère et on prie que dans 60 jours, dans 30 jours, on aura le règlement sur son compte en banque qu'on pourra constater en allant, parce que les banques, elles ont fait pas mal d'efforts et maintenant, elles vous donnent une banque en ligne. Donc, on peut quand même accéder à ces comptes, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois pour avoir un relevé. Mais voilà, donc aujourd'hui, on s'est heurté à ça, c'est-à-dire que tout est papier, zéro traçabilité, et c'est pour ça que nous on a créé Trésor 2, justement pour créer de la traçabilité. C'est-à-dire, comment finalement on transforme la facture, puisque la facture c'est des 0 et des 1, c'est de l'informatique, on sait le faire. 2, finalement plutôt que d'utiliser la poste, je suis désolé pour la poste, mais on peut utiliser les boîtes mail, mais bon, il y a aussi des réseaux qui peuvent être utilisés pour que ça arrive directement dans des ordinateurs qui savent lire des 0 et des 1. Et vous avez après des gens qui peuvent eux-mêmes valider ces factures de manière sans avoir besoin de les retaper, de les re-rentrer dans un système comptable, sans avoir besoin de faire toutes ces opérations qui sont finalement, je dirais, peu intéressantes. Moi, je suis quand même allé visiter des services, ce qu'on appelle des shared service centers comptables, où vous avez des gens qui passent leur journée à scanner des factures qui vont derrière passer dans des OCR et qui vont être... Alors, désolé pour le mot OCR, c'est juste que vous prenez du papier, vous le mettez en PDF, une fois que vous l'avez en PDF, vous essayez de le transcoder
pour récupérer les éléments importants qui vont vous permettre de le rentrer dans votre comptabilité. Bon, comme ça marche pas très bien, vous avez un opérateur humain qui est là pour revoir tout ça. Et une fois que vous avez tout ça, ça rentre éventuellement dans votre compta. Et après, il faut payer. Bon, donc, une fois qu'on s'est dit ça, on s'aperçoit que finalement, la facture électronique, c'est un super bénéfice, puisque on va avoir un outil qui va être directement électronique. La facture, elle va directement être encodée avec des 0 et des 1. Elle va directement être transférée avec de la traçabilité, parce que je rappelle ce qui est important. Enfin, moi, vous avez bien compris que le e-reporting, c'est un sujet qui intéresse l'État. Ce qui va vous intéresser aujourd'hui à vous, c'est le invoicing, c'est le cycle de vie de la facture. C'est où est la facture? Est-ce que j'ai besoin d'appeler mon client pour savoir est-ce que tu as bien reçu ma facture? Ah, ça c'est franchement, est-ce que j'ai besoin je vais plus avoir besoin d'envoyer à mon client? Est-ce que tu sais que tu dois me payer cette facture dans 10 jours? Est-ce que tu sais que tu dois me payer cette facture dans 5 jours? Parce qu'en fait, automatiquement, ça sera dans les systèmes et ça sera obligatoire de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, pour le coup, là, l'État, alors on connaissait toutes les histoires avec la DGCCRF qui vient mettre des mauvais points sur les retards des délais de paiement. Mais là, ça va être automatisé. Il faut quand même que tout le monde sache qu'à partir de 2026, toute facture payée en retard, ça veut dire de la TVA payée en retard à l'État. Donc, ça va être une amende. Voilà. Donc, ça va être super simple. Donc, je préfère... Tout ça, ça va amener des bénéfices. C'est-à-dire que et je pense que tu as une deuxième question et qui va me permettre de rebondir. Tu as fait des ennemis déjà dans la salle. Que les gens ont peur, ont commencé à fuir. Voilà, il y en a un premier, c'est parfait. Non, un sujet qui m'est très à cœur, c'est normal en tant que banquière. Selon toi, la finance, enfin le financement et les paiements, comment s'inscrivent-ils dans le processus de cette réforme? Alors bien sûr, il y a à la fois les statuts obligatoires où justement on doit dire que l'on va payer, est-ce qu'on est en litige? Je vous apprends rien sur les statuts obligatoires. Le fait qu'on accepte de payer, qu'on rejette le paiement. Mais voilà, une fois ces statuts, on va dire, évoqués, comment ça s'inscrit dans le processus? Et comment ça devrait peut-être s'inscrire? Moi, j'espère que j'ai fait fuir personne parce que je suis très positif sur la facturation électronique. Ce que je dis, c'est qu'on va juste passer de l'âge de pierre à un âge qui est plus en fonction de l'avancée numérique qu'on a aujourd'hui. Voilà, moi je vois mes enfants, comment ils utilisent leur smartphone. J'ai envie de me dire, si on est encore à s'envoyer du papier pour se faire payer, c'est qu'on est obsolète. Voilà, après... on a des solutions et moi je suis plutôt favorable. Après, sur le côté, l'impact important, ça va être le financement. Aujourd'hui, malheureusement, si on regarde un petit peu le monde du financement court terme, on s'aperçoit que, et je le dis sous ton contrôle, alors moi j'oublie les chiffres, c'est de devenir vieux. Je crois que le crédit interbancaire, c'est 700 ou 800, c'est entre 700 et 800 milliards. On n'est plus à 100 milliards près. Que la facturage, c'est 350 à 400. Donc, si vous avez bien compté, il manque entre 300 et 400 milliards à financer. C'est vous qui le financez sur vos bilans. Voilà. Parce que quand quelqu'un vous paye avec 5 jours de retard, vous lui avez fait crédit de 5 jours. Quand il vous paye avec 10 jours de retard, vous lui avez fait crédit de 10 jours. Globalement, ce crédit, vous ne le faites jamais payer. Parce que tout le monde écrit sur sa facture 40 € et des indemnités, mais je mets au défi les gens d'aller les chercher, surtout quand vous êtes en face d'un très gros client. Donc, c'est pas un reproche. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, tout le monde se retrouve dans une situation de fait où si vous avez les moyens, vous allez pouvoir faire de la facturage. Donc, vous allez plutôt trouver une solution qui va vous rendre pas optimale, mais qui va vous permettre d'être payé de vos factures. Et dans le moins bon cas, c'est vous qui faites crédit, c'est vous qui faites la banque. En fait, aujourd'hui, chaque entrepreneur est la banque de l'autre. Donc, est-ce qu'on trouve ça normal ou pas normal? Nous, on trouve pas ça normal. Donc, ce qu'on pense, c'est que, pour ceux qui n'ont pas accès à la facturage, le fait d'avoir le cycle de vie de la facture et de savoir où on est la facture, y compris les litiges et tous ces problèmes qui apparaissent, déjà, on va être clair, c'est qu'à partir du moment où une facture va être rentrée dans un système informatique et qui de plus est va être connectée à l'État, la facture, probabilité de fausse facture pour le facteur n'existe plus. Voilà, donc ça c'est quand même le premier problème du facteur, c'est quand même la fraude à la facture, sachant que je vois qu'il y a des assureurs crédits dans la salle, ils savent très bien qu'ils n'assureront pas une facture qui est en fraude, ils assument sans problème le fait que le client ne paye pas, mais pas la fraude à la facture. Donc, ce que je pense, c'est que justement, le monde du financement et les banques ont compris qu'il y avait 300 ou 400 milliards à aller chercher. Et on va les aider à aller les chercher parce que justement, on va optimiser les prix, on va rendre les prix compétitifs parce que plus on a de l'information sur la facture,
plus on peut avoir des moteurs d'intelligence artificielle, des moteurs de pricing qui vont nous permettre de vous offrir des prix compétitifs et justement d'améliorer cette liquidité. Donc moi je pense que le financement de la facture va exploser, que le monde de la facturage va être en forte croissance et qu'on va vous aider à vous accompagner sur ces sujets-là. Merci Ludovic. Je retiendrai les 350 millions d'enjeux que j'ai à 350 milliards 350 milliards, pardon. Oui. D'enjeux à c'est les milliards, financer les entreprises aujourd'hui présentes. C'est de bonnes perspectives. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la question suivante que j'aimerais vous poser sur tous, mais peut-être davantage Time et iPayDat. On ssait que dans cette réforme, il y a plusieurs nouveaux acteurs, les OD, les PDP. On se pose souvent la question de quel est l'acteur clé. Vous allez vous-même devenir, vous êtes candidat PDP, donc pourquoi avoir fait ce choix, ou en tout cas quel est l'acteur clé, l'OD ou le PDP? Et j'aimerais bien également, juste après, Grégory, ton avis en tant que non candidat PDP, mais en tant qu'expert conseil sur un peu la distinction et le choix d'être l'un plutôt que l'autre. Alors, effectivement, nous avons fait le choix d'être candidat PDP. J'insiste dessus parce que personne n'est PDP aujourd'hui. Il faut pas encore eu de validation par l'État. Donc, nous serons candidats. Mais la question est un peu différente. C'est savoir donc être PDP ou OD. OD, c'est tout le service qu'on va fournir aux clients. Et puis, dessous, le PDP, c'est un peu le back-end, le back-office masqué qui permet de transférer la facture. Donc là, pour nous, de notre point de vue chez Time, la différenciation, elle va se faire sur l'OD. On ne doit pas forcément choisir un PDP ou un OD, on doit choisir un service, un ensemble de services qui répondent aux besoins de l'entreprise. Que vous choisissiez un OD ou un PDP, l'important, c'est comment transitent vos factures. Et donc, si un PDP, s'il est PDP, il s'en occupera. S'il n'est pas PDP, l'OD, lui, s'assurera d'avoir quelqu'un qui fait cette transmission de facture pour vous. Donc, l'important pour moi, pour le choix du prestataire qui permettra de traiter et de gérer vos factures, c'est de savoir celui qui vous fournira le service qui correspond le mieux à vos attentes et à votre besoin. Donc si vous avez besoin d'un facturage, il faut aller voir mon voisin. Si vous avez besoin de suivre les statuts de vos factures et les transmettre à votre expert comptable, il faut aller voir iPayDat ou moi. Et puis si vous ne savez pas comment faire, il faut demander à Grégory. Sébastien ? Je vais rajouter un petit point important, c'est que, alors effectivement, OD, PDP, pour moi, pour l'utilisateur, il n'y a pas de nuance. Ce qui est important pour vous, pour l'entreprise, c'est de s'assurer que le logiciel de digitalisation que vous allez utiliser sera compatible avec la réforme, peu importe la méthode, interfacé avec la plateforme publique ou via une PDP partenaire ou en interne si on est nous-mêmes candidat PDP. Par contre, ce qui est important, c'est le panel de services proposés autour. Et je vais vous donner un exemple concret. Donc, dans le cadre de la réforme, il faut informer le statut de l'émission du paiement. Et puis, la personne qui va recevoir le paiement doit informer quand le paiement a été reçu. L'avantage d'utiliser une plateforme complète, c'est qu'en fait, ce genre de mise à jour de statut va être fait automatiquement pour vous. Sur iPayDat, je prends l'exemple, on a les factures, on a la gestion de factures, mais on rapproche aussi toutes les factures aux transactions bancaires. Et quand une facture est pointée avec sa transaction, la brique PDP va automatiquement mettre à jour le statut de la facture dans le cycle de vie de la facture. Et donc, le choix de l'outil va se porter sur quel outil va vous donner un maximum de transparence, de transition transparente vers la réforme et d'automatisation. Donc, il y a ce point-là aussi. Tu souhaitais intervenir Nous, on a beaucoup rigolé avec nos équipes et j'ai donné un petit truc parce qu'en fait, personne n'y comprenait rien entre OD et PDP. Alors, on a dit un truc qui est très simple, c'est on a dit on est l'équivalent de l'iPhone et du réseau de téléphonie. Donc la question, c'est une PDP, c'est Orange, Bouygues, SFR. Après, est-ce que vous voulez un Samsung ou est-ce que vous voulez un iPhone ou autre, désolé pour avoir cité des marques. Voilà. Et en fait, la réflexion que vous devez vous porter, c'est est-ce qu'il y a un avantage à prendre la PDP-X ou la PDP-Y? Donc est-ce que finalement la couverture réseau va être supérieure de l'un par rapport à l'autre? Et par contre, vos cas d'usage, ils vont être couverts par qui? Voilà. Et comme Orange ne va pas couvrir vos cas d'usage, il essaye, mais il a peut-être. Alors, je parle de facturation électronique. Je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions et savoir est-ce que finalement, on préfère un outil dans lequel on va retrouver les applications qui nous conviennent et qui vont nous permettre d'évoluer. Donc voilà, c'était
Un petit clin Parallèle d'œil. très, Un très petit parallèle. intéressant. Grégory, Apple ou Samsung? En fait, j'aurais posé la question un peu différemment, parce qu'une fois de plus, PDP ou OD, en fait, une fois de plus, c'est une question technique, comme a été présentée la réforme il y a quelque peu. Moi, j'ai une vision conseil, consultant, donc valeur ajoutée, et je demande à mes clients, mais vous, en fait, quelle est votre valeur ajoutée, en sachant que la valeur ajoutée, comme vous le savez, c'est une perception. Du coup, c'est de savoir, vous, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'il faut faire chez vous pour être conforme à la réglementation, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, de manière opportuniste, mais dans le bon sens, c'est de se dire qu'est-ce que je peux embarquer dans ce processus réglementaire obligatoire et qui va me permettre d'avoir une direction financière plus efficace et du coup une entreprise plus efficace. À partir de ce moment-là, on se pose la question du pourquoi, de ce que l'on veut, et après on commence à se dire ok, il y a pas mal d'outils sur le marché qui peuvent répondre à ma demande. Il faut bien comprendre qu'on est dans un marché en fait qui représente plusieurs milliards d'euros, à la fois sur la fraude à TVA, mais aussi sur le marché des éditeurs et du conseil, estimé à plusieurs dizaines de milliards sur le marché français. Donc l'offre est pléthorique. Sur les candidats PDP, sur la ligne de départ, il y avait plusieurs de dizaines d'acteurs qui viennent avec une empreinte historique sur les PDP, l'archivage légal, l'optimisation du processus P2P, la sécurisation des données, etc. Donc le choix est large, la supply est large, et vous, corporate, vous avez vraiment le temps maintenant de vous poser les questions, qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à la loi au regard de mon écosystème ? Qu'est-ce que je veux optimiser dans ma direction financière ? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions-là, vous pouvez vous poser la question, tiens, quel est le meilleur acteur pour répondre à tout cela ? De manière hyper pragmatique, comment font les entreprises pour répondre à cette question ? C'est qu'elles regardent dans leur écosystème actuel, quel est mon SI ? Quelles sont les solutions qui se positionnent en tant que PDP et OD pour répondre à cet enjeu ? Et puis généralement, elles prennent un challenger qui peut répondre à l'un des besoins identifiés ou pas. Merci beaucoup, Grégory. J'ai une autre question sur un autre acteur qui, je pense, est aussi important dans cet écosystème, c'est la banque. Forcément, là, je profite de ma casquette de banquière. Comment percevez-vous le rôle des banques dans cette réforme ? Stéphane, j'avais bien aimé ton point de vue sur ma question fétiche. Essentiel. Essentiel. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que le banquier, c'est l'interlocuteur avec lequel on parle le plus quand on est patron d'entreprise. Et si on se concentre un tout petit peu sur les sociétés qui vont avoir le plus de challenge demain sur la mise en place de la facturation électronique, on parle des PME, PMI, on parle des sociétés de taille intermédiaire qui vont avoir effectivement à trouver la bonne solution. On l'a évoqué, une offre pléthorique, un nombre d'acteurs colossal sur le marché, une sollicitation qui a d'ores et déjà démarré alors que le projet est quand même décalé de 2 ans et on ne sait pas qui seront les PDB et autres acteurs sur ce marché. Donc c'est le icebreaker de la prospection téléphonique. Est-ce que vous êtes prêts pour la facturation électronique ? Enfin, ça me fait sourire parce que acteur sur ce marché-là, moi-même je me fais effectivement solliciter par des acteurs sur ce marché pour voir de quelle manière nous serons prêts. C'est déroutant. Le rôle de la banque, il va être d'une part conseiller, donc être en capacité de venir expliquer de façon très pragmatique qu'est-ce que ça veut dire, quels en sont les avantages, quels en sont effectivement les risques, et vu la multiplicité des clients qui vont être adressés par la banque, avoir des retours d'expérience pour éduquer les clients. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est dépassionné, parce que la banque ne se positionnera pas, ou les banques ne se positionneront pas en PDP, en OD. Donc il y a un intérêt économique qui va être un tout petit peu différent. L'intérêt économique, il va être où pour la banque ? C'est d'apporter des réponses de financement. On est sur une conduite du changement avec énormément d'inconnus. Et cette conduite du changement, elle va demander à un moment donné de faire appel à des experts, donc des cabinets de conseil, va demander de faire appel à des éditeurs de logiciels pour pouvoir effectivement se positionner sur cette solution, donc à supporter un coût de transformation. Ce coût de transformation, c'est du cash ou c'est des crédits qu'il faudra effectivement aller chercher auprès de sa banque, à défaut d'avoir l'équivalent d'un kit digital en Espagne. Et même si c'est 6 000 €, ça reste malgré tout insuffisant à l'échelle d'une entreprise de taille intermédiaire en termes de financement. Donc on aura besoin de la banque sur ces deux piliers, conseil et financement, pour accompagner cette transformation. Merci. iPayDat, le nom est porteur, donc je pense que vous avez une position forte sur le rôle de la banque. Oui, donc pour le rôle de la banque, effectivement, un rôle de financement et d'accompagnement, comme l'a dit Stéphane. Moi, je vois d'autres choses aujourd'hui, et je vais rebondir sur un point que tu as dit, où la banque ne va pas se positionner PDP
Alors c'est vrai, mais peut-être pas directement. Par contre, moi ce que je vois, c'est que la banque se positionne indirectement via des partenaires qu'elle choisit. Et en fait, chaque banque, un peu comme les experts comptables, comme je le disais tout à l'heure, fait un effort de veille technologique, fait un effort de choix pour trouver un prestataire, un partenaire technologique qui sera le plus compatible avec son portefeuille de clients pro et la typologie des clients qu'elle aura. Et je pense que la banque sera aussi forte de propositions pour une solution concrète que vous pourrez utiliser. Et donc voilà, pas directement PDP, mais vous aurez via votre banque aussi des solutions technologiques qui seront proposées pour vous faciliter la transition. Merci, très clair. Ludovic, tu souhaitais rajouter quelque chose peut-être sur le rôle de la banque ? Nous, on a construit notre modèle avec les banques. Donc, vous voyez, en fait, on est Je ici. suis ravie de l'entendre. Voilà. Et on a toujours... alors, ça nous a coûté cher au départ, mais on a toujours... Notre position, c'est qu'on ne voulait pas disrupter. Donc, nous, on n'a jamais dit qu'on était une fintech qui disrupte. On a juste dit qu'on était une fintech qui faisait des choses un petit peu différentes que ce que pouvaient faire les banques. Voilà. Et je suis content d'être ici chez BPI parce que justement, BPI, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et les clients de BPI utilisent notre plateforme et ils ont vu que ça disruptait un peu, mais derrière, c'est quand même les financements de la BPI. Et puis, on a d'autres partenaires. Alors, on n'a pas BNP Paribas, mais bon, peut-être qu'un jour, ça se fera. Mais on a d'autres partenaires aujourd'hui en France et c'est vrai que moi, je trouve naturel et au même titre que on a deux référents quand on est chef d'entreprise, parce que je suis aussi chef d'entreprise, c'est son banquier et son expert comptable. Ben, je trouve que c'est naturel que les réseaux de distribution, surtout plus sur des plus petites entreprises, on va parler de TPE, PME, ça soit la banque et l'expert comptable. Et je crois que les experts comptables ont une solution. On ne va pas la nommer, mais elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Donc voilà, en fait, ce qui reste important, c'est de comprendre que cette réforme, elle est positive, qu'il y a des gens qui l'ont un peu étudié, qui l'ont compris et qui vont vous aider, et qu'au final, il y aura des gains à plusieurs niveaux, et on fera surtout des choses beaucoup moins bêtes que ce qu'on faisait avant. Voilà. Je suis d'accord, à condition qu'on l'explore de façon non technique, comme aime le dire Grégory, mais plus de façon tournée vers le business et tournée vers la complexité, on va dire, globale de cette réforme qui n'est pas qu'un sujet technique et qui, comme tu l'avais dit, a été un peu trop présenté finalement comme un sujet technique alors que ça ne l'est pas. Je pense qu'on a bien compris les avantages, à la fois pour la DGFiP et pour l'écosystème. Cela étant, je pense qu'il serait intéressant quand même peut-être de rappeler les avantages concrets et tangibles de la réforme, si vous en avez, à partager avec l'audience. Ludovic, tu peux commencer, Martin, ensuite. Bon, moi, je crois que je vous ai déjà donné pas mal d'avantages tout à l'heure dans l'intervention, donc je crois vraiment qu'on va changer d'air. Et je vois beaucoup, je dirais, moi, maintenant je vais le regarder avec mon prisme dans chef d'entreprise. J'utilise pas mes outils parce que mes outils ne sont pas adaptés pour les TPE. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'un outil qui est plus global et qui va les encapsuler. Je pense qu'à côté de moi, il y a des gens qui ont ce positionnement et qui le portent très bien. Et il y a des choses. Et franchement, aujourd'hui, vous rentrez une facture PDF, faire un OCR, rentrer dans votre compta. Il y a plein de gens qui sont capables. Vous avez de très bons acteurs qui le font très bien et ça marche super bien. Fabriquer une facture électronique nativement, il y a aussi beaucoup d'acteurs et ça marche très bien. Voilà. Nous, on intervient, c'est vrai, dans un monde qui est plus complexe puisque ce sont des groupes structurés avec beaucoup de systèmes différents de gestion et différents ERP, différents TMS. Voilà, là, je commence à dire des gros mots. Et c'est sûr qu'il y a un besoin qui est beaucoup plus complexe et qui n'est finalement pas d'interface, c'est des besoins de tuyaux. Voilà, donc moi, des fois, j'ai l'impression d'être plombier. Mais c'est intéressant. Plomberie en plus, c'est un nouveau cœur de métier, c'est intéressant. Et toi, Martin, alors justement, sur les avantages concrets et tangibles de cette réforme, de ton point de vue ? Eh ben, je vais rebondir sur le plombier. La plus grande partie des entreprises, très large majorité des entreprises, sont des toutes petites entreprises. Ils ressemblent plus aux plombiers. C'est-à-dire que leur compta, je ne sais pas si vous savez où elle est, mais la compta du plombier, elle est rangée sous son pare-brise. C'est un fait. Et puis il gère ses factures, il les gère où ? Il les gère le samedi soir devant la télé. Donc pour moi, cette réforme, c'est un vrai cadeau
de l'État. Pour une fois, c'est pas une contrainte, c'est un cadeau de l'État pour les petites entreprises. Parce que aujourd'hui, elles gèrent tout à la main, ça leur prend énormément de temps et elles le font sur leur temps libre. Donc c'est un vrai cadeau parce qu'elles vont avoir les mêmes process que les grosses boîtes. Et les grosses boîtes ont commencé à le faire et les obliger, comme l'État avec Chorus Pro, les obliger à rentrer dans leur process, mais c'était pas uniformisé. Là, on met un système homogène qui marche pour tout le monde et qui va leur simplifier la vie au quotidien et qui ne sera pas une contrainte. Donc pour moi, c'est vraiment le changement majeur. C'est qu'on parle que de contraintes, c'est pas vrai. À terme, c'est vraiment une simplification. Et pour une fois, je dirais merci à l'État. Voilà. Quelle note positive. Donc les petites entreprises, aussi bien équipées que les grandes. Attends. Je suis désolé, hein, mais je peux même dire qu'elles sont mieux équipées que les grandes aujourd'hui. Elles seront mieux équipées. Non, elles sont. Aujourd'hui, il y a des outils. Moi, on me présente des outils. Je trouve ça génial. Mais par contre, elles s'adaptent pas aux entreprises dont on parle. Voilà. Mais elles te permettent de faire tout ce dont tu as besoin aujourd'hui dans ta vie quotidienne. Oui, et de manière très simple. En reprenant le point de Martin, c'est que ces petites entreprises pourront justement en bénéficier et ça c'est super. On a encore quelques minutes et j'avais une question pour vous tous. Si vous pouvez y répondre assez rapidement, c'est un peu l'idée de la question. Quels seraient, selon vous, ou seront finalement les grands gagnants de cette révolution ? À part l'État ? Je pense que les grands gagnants de cette révolution, ça va être... Et je rebondis sur ce que disait Grégory il y a quelques minutes. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans les sociétés, qui font des tâches à faible valeur ajoutée sur cette gestion de facturation qui est aujourd'hui très manuelle pour beaucoup d'entreprises. Je crois que ce sont ces équipes-là, ces personnes-là qui vont être les grands gagnants sur l'arrêt de tâches à très faible valeur ajoutée, peu intéressantes, pour pouvoir se concentrer sur des sujets beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus enrichissants sur les projets des entreprises. Et je pense que là, on a effectivement un gisement de satisfaction, d'engagement, de gain qui est non colossal derrière cette transformation à marche forcée de la facturation électronique. Les grands gagnants, mais ça peut être vous si vous prenez cette opportunité justement pour embarquer tout un tas de sujets dans ce projet. Tout à l'heure, on parlait de quels sont les avantages aussi. Je voulais répondre à cette question de la facture électronique. Je pense que des avantages sur le papier, sur la table, il y en a plein. Accélération des délais de paiement, réduction des impayés, optimisation du processus P2P de manière générale et order to cash. Il y a le fait de faciliter la réconciliation. Il y a le fait de favoriser les relations avec les fournisseurs, les clients et donc les partenaires. Il y a le fait finalement d'avoir de la digitalisation et du coup d'être moins dans Excel. Du coup là on passe sur la fraude, etc. Donc sur le papier, sur la table, il y a vraiment énormément d'avantages. Aujourd'hui, on reste français, donc la réglementation, ça vient de l'État, c'est considéré comme une contrainte. C'est à vous, corporate, de déterminer justement quels avantages vous voulez piocher parmi cette liste, justement pour en tirer pour en devenir l'un des plus grands gagnants. Et ça répond à la deuxième question. Merci. Sébastien ? Je rebondis juste rapidement sur quelque chose que j'ai dit au tout début. Sur les coûts que ça va les coûts impactant les entreprises pour la transition. Donc oui, vous allez avoir des coûts pour vous accompagner dans la transition. Oui, il y a des coûts logiciels, mais il faut savoir que derrière vous êtes gagnant, comme tout le monde l'a dit. Vous n'allez plus faire votre compta le samedi devant la télé, mais même en interne, vous allez soit avoir plus de temps pour faire d'autres tâches, parce que comme vous allez passer vers des logiciels qui vont digitaliser beaucoup de processus, digitaliser et automatiser beaucoup de processus. Et du coup, là, vous allez aussi gagner beaucoup de temps. Donc, il y aura une phase de transition à passer, mais après, c'est du gain de productivité et donc du gain, finalement, d'argent. Donc, tout le monde sera gagnant ici. Dans les grands gagnants, je pense qu'il y a vous. Il y a nos amis les experts comptables et les comptables, hein, parce qu'ils font aussi saisir des factures toute la journée. C'est pas ce qui les intéresse le plus, je pense. Il va y avoir les banques, hein, parce qu'on en a parlé, mais le grand gagnant au final en top position, ça va être la trésorerie de votre entreprise. Voilà, vous allez avoir du cash qui va rentrer facilement. Et ça, il faut l'avoir en tête. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, en 2024, on sait que la vie va être dure pour les entreprises. Cash is king,
J'aime bien ça, cash is king. La trésorerie est roi et le grand gagnant, justement, c'est dommage qu'on ait un peu reporté la facturation électronique parce que je pense que ça tombe dans les temps de crise. Je pense que avoir son argent rapidement, c'est bien. Oui. Bon, je vais être très bref parce qu'il reste 1 minute, c'est ça? Non, c'est bon. Mais mes collègues ont tout dit. C'est vrai. Mes collègues ont tous été brillants, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je dirais c'est clairement l'entrepreneur parce qu'il sécurise ses créances clients. Voilà. Et donc son cash. Super. Donc, en conclusion, les entreprises, l'humain au sein de l'entreprise, le cash. Parce que facturer, c'est bien, encaisser, c'est encore mieux, certainement. Alors, c'est vrai que cette réforme fiscale est aujourd'hui française, mais vous le savez, elle prend des proportions européennes, puisque avec la proposition de la Commission européenne VIDA, VAT in the Digital Age, la réforme fiscale, et en tout cas l'invoicing, ne sera pas un sujet uniquement français, mais bien européen. Et justement, on espère qu'il y aura une harmonisation de ces différentes réglementations, on va dire locales, mais en tout cas à un niveau européen. Donc, je pense qu'il est aussi important que les entreprises tiennent compte que 2028, c'est aussi demain pour VIDA et que ça demandera aussi des workflows et des processus de facture électronique également sur les transactions dites intracommunautaires, en tout cas l'international. Donc voilà, ça va prendre dans les 10 prochaines années, je pense, une place importante. Et j'aimais beaucoup, la semaine dernière, j'étais à Dublin à l'Invoicing Summit, justement, où la FNFE était présente, mais également le commissaire européen, et qui rappelait que la facture électronique va devenir un enjeu majeur de l'économie européenne dans les 10 prochaines années, et que ça prend une place qui finalement, fut un temps, c'était quoi la facture? C'était peut-être pas un sujet intéressant, et ça devient vraiment un sujet au cœur de nos économies. Bien sûr. Et pour conclure aussi, moi j'ai un conseil à vous donner. N'attendez pas. Il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Je pense qu'on est tous là sur le plateau, banquiers, éditeurs de logiciels, cabinets de conseil. Comme tu l'as très bien dit, on avait travaillé sur le sujet pour être prêt au 1er juillet 2024, voire pour faire la phase pilote 1er janvier 2024. Donc profitez-en, n'attendez pas le dernier moment parce que franchement il y a beaucoup de choses à gagner, et même dans la vie de tous les jours, il faut sortir la facture de l'obligation de déclarer à l'État versus ce que ça va vous fluidifier dans votre entreprise. Voilà, et je pense qu'il y a plein d'outils qui permettent de le faire déjà. Donc allons-y. PDP, ça reste, je vous ai dit, ça se cause, on aura Orange et on sera connecté et il n'y aura pas de problème. Donc ne pas attendre la réforme et s'y mettre dès maintenant. A priori, on a encore 1 ou 2 minutes. Oui. Si quelqu'un a un dernier mot à dire. Non. Ils ont dit beaucoup de choses, mais oui, effectivement, je vais juste appuyer ce qu'a dit Martin. Nous, on est prêts, les éditeurs. On a commencé à travailler pour prévoir janvier 2024. Donc, ce qui vous permet, vous, d'anticiper sans obligation et sans pression. Donc, c'est finalement une opportunité pour tester et pour transiter vers la digitalisation facilement. Pour compléter, donc facture électronique, c'est vraiment un changement de paradigme pour les directions financières du coup et pour les entreprises, puisque ça impacte beaucoup de domaines. Je pense qu'il faut prendre ça comme un sujet passionnant pour les directions financières. Généralement, les sujets réglementaires, c'est sur la partie bancaire, sur la partie risque, sur la partie conformité. Aujourd'hui, je dirais qu'on a la chance de pouvoir embarquer dans ce sujet finalement l'ensemble des problématiques que peut couvrir une direction financière. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y à fond, et puis on est tous là pour vous aider, et je vous souhaite une excellente réussite. Merci. Pour conclure, un grand merci à tous pour votre attention, et ça a été un vrai plaisir d'animer ce panel avec tous ces experts. Donc je rappelle Humanio, iPayDat, Spendesk, PTAS, Trésor 2 et Time avec 2 i. Merci.